Ah, c'est là. Bonjour à tout le monde et merci de votre invitation et de votre accueil et de vos réflexions. Hier, j'étais avec vous. La tuberculose chez les Saint-Pangais m'a ouvert de nouveaux horizons pour One Health, ainsi que les bactéries chez les moustiques. Donc, c'est très vivifiant d'être avec vous, comme toujours. Et évidemment, on est ravis d'interagir avec vous, la communauté scientifique française et internationale au sein de l'ANRS et de façon personnelle avec vous et avec toi, Yazdan. Moi, j'ai un KPI dans la vie, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Alors, quand je viens ici, j'en ai pour la semaine. Donc, je suis très content. Deuxième chose, ce qui a été dit sur la situation est tout à fait vrai. Je pense que, à part nous, personne ne comprend la gravité de la situation. Et je pense qu'il nous appartient de faire en sorte qu'on puisse communiquer clairement ce message. Donc le travail sur les modélisations et l'impact de la situation est absolument stratégique parce qu'au-delà des choses qu'on déplore, il faut qu'on prenne qu'on prenne la situation en compte pour pouvoir bâtir une réponse nouvelle et une réponse nouvelle qui doit être bâtie avec des supports financiers et opérationnels qui doivent être protégés autant que se peut. Donc il y a évidemment une dimension américaine, mais il y a une dimension européenne. Je ne sais pas si je reviendrai dessus, mais en tout cas qui est majeure. Et finalement, la question que doivent se poser les donateurs européens, qui sont appelés dans des slides que j'ai vus de McKinsey, les NATO countries, je pense que ça donne une idée des enjeux. Eh bien, le choix est assez simple, en fait. Soit c'est de laisser tout filer et finalement de détruire, d'accompagner la destruction américaine de la réponse en santé publique et notamment en matière de VIH en Afrique, ce qui aura des conséquences à la fois de santé publique, d'abord des conséquences humaines, de santé publique, mais aussi de sécurité. Avoir une bombe de santé publique à nos portes en Europe, ça a des conséquences, ça aura des conséquences. Ou alors, on utilise les ressources existantes pour bâtir quelque chose de différent, qui doit se faire de façon différente avec les pays, avec de la co-construction, en travaillant sur l'efficience. Notre collègue américain l'a dit, finalement ça coûtait très cher tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas des façons de faire moins cher, aussi bien mais moins cher, voire mieux? Et c'est vrai que toute la réflexion qu'on a avec Meg, avec nos collègues du Fonds mondial et d'autres, mais surtout avec les pays, il va falloir qu'on change les choses pour que, au-delà de la baisse de prix des médicaments ou des intrants, il faut effectivement qu'on ait des mécanismes de délivrance qui soient moins coûteux, plus efficaces, qui aillent toucher effectivement, notamment au travers des communautés, parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Et donc, des réinventions sont possibles. Elles vont être coûteuses en vie. Ça, il faut être clair, mais j'ai l'impression que les personnes que je vois dans les parlements, je pense qu'ils comprennent, moins dans les managers administratifs. Je ne vois pas la lumière dans les yeux qui je dirais, prennent la mesure de la catastrophe qui s'annonce. Parce qu'elle n'est pas sur les écrans de télé et qu'il y a une dizaine d'autres priorités qui sont là. Juste, moi j'ai un modélisateur en chef chez moi qui a 9 ans et qui m'a dit un jour, papa, est-ce que Donald Trump se rend compte qu'en fait, avec ce qu'il fait, ça va tuer des millions de gens et, pour lui c'est horrible, des enfants. Alors je lui ai dit... non, je crois qu'il s'en fout, en fait. Et après, je suis venu à ta conclusion.
non seulement ils s'en foutent, mais je pense qu'ils veulent punir. Il y a une dimension punitive, parce qu'après tout, qu'ils choisissent de, je dirais, de plus financer l'aide, bon, c'est une décision, on peut la regretter, mais les conditions, quand même, sont des conditions punitives qui n'encouragent pas les pays à trouver des solutions. Donc, voilà, c'est comme ça, on peut le regretter, mais ça veut dire que ça a des conséquences sur la réponse. Michel s'est exprimé, je crois qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce que tu dis, mais je regrette que dans le statement qui était fait sur le Fonds mondial, la dimension de l'innovation n'ait pas été faite. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, la transition entre la recherche, effectivement, et l'opérationnel, depuis maintenant près de 20 ans. Et on a même été noté A+, par la revue UK. Et effectivement, on l'a fait avec l'ANRS, d'ailleurs avec d'autres. Et c'est une question fondamentale, à mon avis, dans la question aujourd'hui qui se pose. Et Carmen va prendre l'exemple de la PrEP, parce que la PrEP, ça fait 12 ans qu'on soutient, qu'on regarde, qu'on collabore avec l'OMS et d'autres. D'ailleurs, il faut se rappeler qu'United a donné plus de 130 millions au cours des 10 dernières années à l'OMS pour faire ce travail de guidelines, parce que pour nous, il est essentiel. Mais ce qui a permis aussi, par exemple, de changer les guidelines au Brésil pendant la période Bolsonaro, quand même, puisqu'ils ont adopté la PrEP chez les hommes qui ont du sexe avec les hommes sous des conditions très particulières. Donc on a une idée. Mais je pense que la dimension de l'innovation dans le cadre de l'efficience est absolument stratégique. Parce qu'on pourrait se dire, finalement, compte tenu de la situation, il n'y a pas besoin d'innovation. Finalement, essayons de traiter les gens. C'est effectivement une stratégie de courte vue. Parce que si on est vraiment... si on veut répondre, même avec de la casse, à l'épidémie qui nous vient, avec plus de transmission, plus de problèmes de résistance, plus de cas sida, donc qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes-là? Est-ce qu'on a les outils, les organisations? Eh bien, je crois qu'on ne pourra pas le faire sans innovation. J'ai été trop long. Merci beaucoup et je compte sur vous pour plusieurs choses. D'abord, d'avoir les idées, d'avoir les bonnes idées, d'avoir les bonnes informations. Je pense que la réponse et l'innovation doivent être complètement articulées avec la mesure de l'impact, la modélisation. Donc, tout ce que vous avez présenté ce matin avec d'autres collègues, c'est des choses que nous souhaitons aussi investir de plus en plus et qui est quasiment systématique à tout ce qu'on fait maintenant. Merci beaucoup. Et la parole à Carmen. Thank you, Philippe. And I must say to start Merci Philippe. Je n'ai jamais été aussi motivée dans ma vie pour continuer à travailler que je ne le suis aujourd'hui, surtout après avoir écouté la description des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les défis que nous devons relever, parce que ça me donne vraiment l'énergie. Oui, bien sûr. Je voulais justement partager avec vous certains éléments de l'aspect global et des conséquences concernant l'accès aux produits. Philippe le sait, j'adore relever des défis. J'ai appris à relever des défis et le premier défi sera de parler en français si vous me l'autorisez. Eric ne m'avait pas dit que je devais accélérer la présentation parce qu'on est en retard, mais je vais faire de mon mieux. Donc c'est un double défi, en français et plus vite. Et un troisième, j'ai beaucoup d'animation dans ma vidéo. Je pensais qu'en fait, dans ma présentation, je pensais qu'on aurait le temps, mais malheureusement, on ne l'aura pas. Merci de nous avoir invités à discuter sur l'accès aux médicaments de Long-acting. Bien sûr, l'innovation, comme Philippe vient de le dire, reste un élément clé, encore plus important dans le contexte actuel. Chez United, nous travaillons avec les produits Long-acting depuis 2018 et on a regardé l'utilisation ainsi que la recherche et développement de plusieurs produits pour le traitement en prévention VIH, mais aussi pour le traitement de l'hépatite C, pour la prévention de la tuberculose, etc., et même la prophylaxis malaria.
et aussi pour le traitement des opioïdes, pour la substitution opioïde avec la buprenorphine en long-acting. C'est une demande claire des communautés qui ont travaillé sur les long-acting. Et on voit en plus que le landscape, les pipelines continuent à évoluer avec de nouvelles présentations, comme Meg aussi a fait allusion. Et avec des injectables d'action ultra long-acting, on a regardé à Croix, bien sûr, il y a le mois passé, des nouvelles résultats sur les oral pills, les monthly oral tablets, qui peuvent avoir un rôle important aussi que les formulations à duration d'une année pour le lenacapavir. En revenant donc sur la PrEP, avant, on peut rappeler que access is not an afterthought. Ce n'est pas après qu'on doit penser accès, on doit penser depuis le début. Et c'est le cœur du travail à Unitate, et donc on tient à partager avec vous. Je vais me concentrer pour le reste de la présentation avec Philippe sur la prévention, cette fois-ci. Et donc, Unitate, nous avons travaillé avec les différentes innovations en PrEP depuis 2017, à partir de l'oral PrEP, mais après en introduction dans nos plateformes de recherche opérationnelle, notamment au Brésil et Afrique du Sud, et l'anneau vaginal dont Mer a parlé, aussi qu'à partir de 2021, les injectables long-acting comme le cabotegravir ou le lenacapavir. Et nous avons non seulement soutenu l'accès et les recherches opérationnelles, aussi qu'elle amène à l'échelle, comme Philippe a dit par exemple au Brésil, mais aussi bien sûr la demande, la création de demandes et demandes awareness chez les communautés, par exemple avec des programmes de télévision comme le MTV Sugar Series, qui a eu un grand succès en train de transmettre des informations sur les tests et les PrEP et la PrEP. Depuis janvier, bien sûr, le contexte dans lequel se situe ce travail a radicalement changé, depuis la fabrication jusqu'à la prise par les patients des médicaments. Et pour ceux qui sont intéressés, nous avons chargé la TAI d'évaluer les défis au niveau du marché et des pays aussi, un rapport qui est publié depuis vendredi dans notre site web aussi, et qui peut-être peut complémenter les modeling et le travail de modélisation que vous avez fait avec des données très concrètes sur l'impact sur les fabricants. Par exemple, les grands fabricants indiens de génériques d'antirétroviraux comptent pour les 30 à 35% de leur budget sur l'achat PEPFAR des antirétroviraux. Donc ça va avoir clairement des impacts énormes. Mais nos préoccupations sont à 3 niveaux. Bien sûr, l'impact direct sur la santé publique, certes, mais aussi, comme je viens de dire, l'impact sur les questions de marché, qui est fragile avec l'incertitude actuelle, et les préoccupations en matière d'innovation, étant donné les graves blessures sur la capacité de recherche et développement et l'introduction de nouveaux produits dans les pays du Sud. Pour la prévention, ce n'est pas nécessaire d'insister avec l'exclusion presque totale des financements par les Américains qui protègent que la prévention mère-enfant, et la situation est vraiment inquiétante. Je vais partir maintenant un peu rapidement, si vous me permettez, sur donc les access barriers, qui a été la demande de la RNS pour aujourd'hui. Et donc, permettez-moi de commencer maintenant avec une vision sur les obstacles d'accès au cabotegravir. Donc, pour le cabotegravir, long-acting, quelques progrès se sont produits dernièrement, mais les principaux obstacles à l'accès persistent. Les prix accès, par exemple, je ne sais pas, oui, le pointer, oh non, ça va être trop compliqué, non, voilà, je ne vais pas utiliser le pointer. Donc, les prix des BIF, et finalement, le prix access a été annoncé avec $160 par année par personne, mais ce prix-là reste encore loin d'être coût efficace selon les estimations de la plupart des pays. Et ces prix, c'est seulement valable pour les pays d'Afrique subsaharienne notamment, et pour quelques-uns d'autres. Dans d'autres pays, c'est cas par cas. À ce stade, BIF continue à être toujours le seul fournisseur, même si nous travaillons à Unitect avec des génériqueurs ayant reçu la licence volontaire à travers de l'organisation Medicines Patent Pool que nous finançons aussi. Et on espère avoir des résultats tôt par rapport à ça. D'abord, en plus, nos programmes de recherche opérationnelle continuent au Brésil et en Afrique du Sud avec le cabotegravir, mais avec le New Funding Context.
Et toute la situation a changé. D'abord, tous les programmes de recherche opérationnelle financés par les États-Unis, tels que le Catalyst, un autre grand programme, sont interrompus et les gens sont dérivés quand possible à l'oral PrEP et sinon ils sont restés sans avoir accès à nul traitement. Et très inquiétamment aussi, l'approvisionnement programmatique est également interrompu. Donc, les plans d'approvisionnement de cabotegravir, en fait, englobaient certes l'achat par le Fonds mondial et l'achat par les pays, mais 95% de l'achat de cabotegravir dépendait de PEPFAR, qui, en janvier 2025, a interrompu les ordres de commande. Et en tout cas, nous trouvons que cabotegravir est un produit pionnier et qui nous permettre d'accélérer l'accès à d'autres produits optimisés et aussi, en plus, il peut avoir un rôle dans les traitements, donc on continue à être intéressé dans ce sens-là. Par ailleurs, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance potentielle de l'Enacapavir, mais comme on sait, c'est un produit qui va réunir l'efficacité et le ease of use, et donc qui peut rendre les individus avec une protection efficace et plus d'autonomie et de privacité. Et en assurant cette injection deux fois par an, la protection peut rendre aussi le système plus résilient devant les crises. Et dernièrement aussi, comme on sait, il a un rôle potentiel dans les traitements. Mais où en sommes-nous par rapport à l'accès à ces produits? Nous avons un produit facile à utiliser et c'est très important à comprendre qu'on part d'un bon cas de départ car on a les résultats, les évidences sur la plupart des populations dont on a besoin pour utiliser ces produits. Ça n'était pas le cas, par exemple, pour dolutegravir de BIF. Les premiers essais pour l'enregistrement aux États-Unis, pour l'autorisation de mise sur le marché, ils avaient exclu la plupart des femmes, bien sûr des populations en Afrique, des populations avec co-infection. Et donc, on a dû financer les essais cliniques après. Et on a bien sûr donc, eu des délais énormes par rapport aux guidelines. Là, on a les informations nécessaires et comme Meg l'a expliqué, donc on peut avancer rapidement dans les guidelines et dans les autorisations. Mais il reste bien sûr les prix, comme les grands défis, les grandes barrières aujourd'hui. Pour les traitements dans le Nord, vous savez que c'est un médicament déjà autorisé pour les traitements ultra-résistants en Amérique, par exemple, ou en Europe. Il coûte plus de 40 000 $. Mais on sait que la production de ces produits, la formulation en soi, n'est pas compliquée à faire. Beaucoup plus facile que par ailleurs le cabotegravir, par exemple. Et dans des études que nous avons financées, on sait qu'on peut arriver à même avoir parité avec l'oral PrEP à 40 $ avec l'échelle, si on arrive à mener l'utilisation à l'échelle. Donc le prix est une question clé. Et même avec l'efficacité de l'EN, on sait que la promesse d'une diminution des infections substantielles, on sait que les pays maintenant ont beaucoup de soucis par rapport à leur budget. Donc même plus qu'avant, la parité avec les médicaments oraux, c'est très important. Donc cette diapositive représente aussi la situation par rapport à la licence volontaire et dans la possibilité d'avoir des génériques. Peut-être vous les connaissez, mais je me permets de résumer rapidement. Et il y a 6 compagnies génériques pharmaceutiques qui ont actuellement reçu la licence volontaire bilatérale, ça c'est important, de Gilead, et certains aussi expriment un intérêt pour produire régionalement, mais ça c'est encore à décider. En ce qui concerne les indications de traitement et de prévention, les deux sont inclus, ce qui est positif et comparé avec la licence de cabotegravir, mais pour les traitements, c'est seulement pour les traitements indiqués dans les AMM de l'FDA aujourd'hui. Et en tout cas, le plus important dans ces diapositives, c'est par rapport au territoire de licence. Je pense maintenant en Suisse, dans 77, mais c'est 77% des nouvelles infections sont couvertes par le territoire de licence. Mais les régions où les infections sont en train de grandir et que les épidémies sont concentrées, ils sont exclus en rouge dans la diapositive par la plupart.
Et donc, en résumé, on est dans une situation difficile, on le sait, on travaille sur ça, on va voir ça tout maintenant. Mais en fait, avec les nouveaux funding contexts, on a encore beaucoup plus de difficultés. Donc, l'image a totalement changé. Au fin de l'année passée, avant les fins d'été, les fêtes de fin de l'année, on discutait avec le Fonds mondial, PEPFAR, qui avait annoncé un niveau d'ambition important pour l'ENACAPAVIR. Il voulait l'amener à 2 millions de personnes en 3 ans. Mais bien sûr, maintenant, tout va être revu. Le Fonds mondial a maintenu ce niveau d'ambition, ils ont déclaré aussi. Mais cependant, les entreprises génériques, d'abord, ils perdent la confiance dans les marchés mondiaux, il y a moins de possibilités de l'amener à l'échelle, etc. Et donc, la situation a complètement changé. Qu'est-ce qu'on fait, nous, rapidement, pour address these barriers? Donc, avec nos partenariats et en coordination avec les parties prenantes nationales et internationales et les donateurs, nous travaillons sur l'accélération des guidelines et autorisations, les génériques et les country uptake. Donc, d'abord, ça a été déjà adressé par Meg. Il y a des progrès par rapport à ça. Et finalement, pour les côtés génériques, les pathways, pour avoir des génériques, comme j'ai dit, on est en train maintenant d'analyser quelles interventions seront nécessaires pour soutenir les génériqueurs de façon qu'ils peuvent arriver au marché le plus vite possible et avec les prix les plus bas possibles. En ce qui concerne les obstacles à l'adoption au niveau des pays, nous continuons de soutenir le travail en l'ENACAPAVIR aussi en Afrique du Sud et Brésil, soutenons donc la possibilité de choisir les produits, mais comme Philippe l'a dit, très important pour identifier les modes de delivery qui peuvent être les plus efficaces, les moins coûteux et adaptés à toutes les populations. Et nous examinons j'ai fini. Et donc, nous examinons comment on fait collaborer en partenariat pour matérialiser l'impact de ces game-changing products. Et cela implique clairement des économies si on réussit. Dans les contrefactuels, on a calculé si le nombre d'infections ne diminue pas, les coûts s'élèveront à 20 milliards de dollars en frais de traitement au cours des prochaines décennies. Donc, c'est vraiment très important. Innovation, research, and equity means still really a lot, and we need to continue fighting for that. Thank you.